Je suis rentré plus tôt que prévu et j'ai trouvé un inconnu assis dans mon fauteuil comme si la maison lui appartenait. Ma femme n'a même pas scié. Ce sourire en coin sur son visage a été la dernière erreur qu'il ait jamais commise sous mon toit. Et il n'avait aucune idée du genre d'homme chez qui il venait de mettre les pieds. Je m'appelle Wade Reeves. J'ai 46 ans et je possède une entreprise de nettoyage commercial basée à Charlotte, en Caroline du Nord. Je l'ai bâtie à partir de rien. Une camionnette, 2 employés, une pile de cartes de visite que je distribuais dans tous les parcs d'activités et hôtels du comté. 16 ans plus tard, Reeves Commercial Service gère 43 contrats répartis sur 3 comtés et emploie 31 personnes. Je ne suis pas un homme riche selon les critères de Wall Street, mais j'ai construit quelque chose de réel avec mes mains, mon nom et ma parole. Ces choses signifiaient quelque chose pour moi, et c'est toujours le cas. J'avais rencontré Carla lors d'un barbecue pour le 4 juillet chez mon ami Rick. Elle riait de quelque chose à l'autre bout du jardin, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'une robe d'été rouge. Et je m'étais dit que c'était le genre de femme autour de laquelle un homme pouvait construire sa vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois, nous nous sommes fiancés à Noël, et nous nous sommes mariés en octobre de l'année suivante. Cody est arrivé 2 ans plus tard. Pendant longtemps, les choses allaient bien. Pas parfaitement. Rien de réel ne l'est jamais, mais c'était solide. Le genre de solidité qu'on finit par ne plus remarquer parce qu'elle est toujours là, comme les fondations sous vos pieds. Je suis rentré tôt un mercredi de mars parce qu'un de mes chefs d'équipe s'était porté pâle et que j'avais dû gérer le contrat de la Tour Hardrow moi-même. J'avais terminé avec 2 heures d'avance sur le planning. Je m'étais dit que j'allais prendre une douche à la maison, et peut-être emmener Carla dîner au restaurant. En me garant dans l'allée, j'ai remarqué une voiture inconnue stationnée le long du trottoir. Une Audi grise, un modèle récent, avec des plaques de concessionnaire. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. J'ai supposé que Carla avait invité un ami. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré et j'ai entendu des voix venant du salon. 2 voix. L'une était celle de Carla. L'autre appartenait à un homme, basse, détendu, comme s'il se trouvait dans un endroit où il était déjà venu une centaine de fois. J'ai tourné le coin. Carla était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, tenant un verre de vin. En face d'elle, installé dans mon fauteuil comme s'il l'avait acheté lui-même, était assis un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. La quarantaine, une coupe de cheveux hors de prix, une chemise au col ouvert, et le genre de chaussures qui coûtait plus cher que la première traite de ma camionnette. Il n'a pas scié quand je suis entré. Il ne s'est pas levé. Il n'a même pas bougé sur son siège. Il s'est contenté de me regarder. Carla a posé son verre lentement. « Wade, tu es rentré tôt. » Pas de « Qui est cet homme dans notre maison ?» Pas de « Laisse-moi t'expliquer. » Juste ça. Comme si mon arrivée dans ma propre maison était le véritable dérangement. Je l'ai regardé. « Qui êtes-vous » Il a légèrement incliné la tête, comme si la question l'amusait. Puis, il a souri. Pas un sourire amical. Pas un sourire gêné. Le genre de sourire qu'arbore un homme quand il pense avoir déjà gagné. Grant, a-t-il dit. Grant Hollister. Ce nom ne signifiait rien pour moi à cet instant. Plus tard, j'allais tout apprendre sur Grant Hollister. Qu'il était directeur des opérations pour une chaîne d'hôtels régionale. Qu'il portait son autorité comme une eau de Cologne. Qu'il avait une femme prénommée Cheryl à la maison, qui n'avait aucune idée de l'endroit où il passait ses mercredis après-midi. Mais sur le moment, tout ce que je savais, c'était qu'il était assis dans mon fauteuil, dans ma maison, et qu'il me regardait comme si j'étais un intrus égaré depuis la rue. « Vous devez vous lever, ai-je dit. » Il a haussé un sourcil. « Je vous demande pardon ? Vous êtes chez moi. Dans mon fauteuil. Vous devez vous lever. » Carla a bougé pour s'interposer. « Wade, ne fais pas. » Carla. Je n'ai pas haussé la voix. Ce n'était pas nécessaire. C'est à lui que je parle. Grant a posé son verre sur le bout de canapé. Mon bout de canapé. Puis il s'est levé lentement, délibérément, comme un homme qui fait preuve de patience pour son public. Il faisait quelques centimètres de moins que moi, mais il se tenait comme si la taille n'avait aucune importance. Il m'a jaugé de la même façon qu'un entrepreneur regarde un bâtiment qu'il a déjà décidé de démolir. « Écoutez, » a-t-il commencé d'un ton suave et raisonnable, « je pense que... » N'essayez pas, j'ai fait un pas vers lui.
N'essayez pas de me gérer. Ne m'expliquez rien. Ne me dites pas ce que vous pensez. Vous êtes entré chez moi et vous vous êtes assis dans mon fauteuil. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre d'homme que vous êtes. Quelque chose a changé dans son expression. Juste une lueur. Son assurance si naturelle s'est légèrement fissurée sur les bords. Elle n'avait pas disparu, mais elle avait vacillé. Bien. Je voulais qu'il sente le sol se dérober sous lui, ne serait-ce qu'une seconde. Je me suis tourné vers Carla. Son visage était indéchiffrable. Ni coupable, ni effrayé. Quelque part entre l'agacement et le calcul. Cette expression m'en disait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Ce n'était pas une erreur qu'elle essayait désespérément d'expliquer. C'était une situation qu'elle était en train de gérer. Fais-le sortir de cette maison, ai-je dit doucement. Elle a ouvert la bouche. Maintenant, Carla. Grant a récupéré sa veste sur le dossier de mon fauteuil. Ce petit détail a brûlé quelque chose au fond de moi et s'est dirigé vers la porte sans un mot de plus. Carla l'a suivi dans le couloir. J'ai entendu des voix basses, de brefs échanges, puis la porte d'entrée s'est ouverte et refermée. Elle est revenue seule dans le salon. J'étais debout près de la fenêtre, regardant son Audi grise quitter le bord du trottoir. Mes mains étaient stables. Ma poitrine, non. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit. Je ne me suis pas retourné. Tu devrais me connaître assez bien maintenant pour savoir que je ne vais pas répondre à ça. Le silence s'est installé. Puis j'ai entendu ses pas monter l'escalier. Je suis resté là un long moment ensuite, observant la rue vide, retournant les choses dans mon esprit. La façon dont elle avait dit, tu es rentré tôt. Pas de la surprise, juste un recalibrage. La façon dont il m'avait regardé comme si j'étais un problème avec une solution évidente. Comme si entrer chez moi n'avait été rien. Comme s'il avait déjà décidé que je n'étais rien. Il aurait dû continuer à marcher le jour où il a franchi ma porte pour la première fois. Avant que cette nuit ne s'achève, il allait commencer à comprendre pourquoi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que je m'effondrais. Ce n'était pas le cas. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et une tasse de café qui a fini par refroidir quelque part autour de minuit. Et j'ai réfléchi méthodiquement, de la même manière que je réfléchis à un problème de contrat ou à une question de personnel. L'émotion est utile pendant environ 10 minutes, après ça, elle ne fait qu'encombrer le chemin. Carla était allée se coucher sans ajouter un mot. J'avais entendu la porte de la chambre se fermer, j'avais entendu le cliquetis du verrou. Elle l'avait vraiment verrouillé. Et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine qui n'était ni tout à fait de la colère, ni tout à fait du chagrin. C'était de la clarté. Celle qui n'apparaît que lorsque la dernière illusion confortable s'évapore. Au matin, j'avais une liste. Le premier appel que j'ai passé a été pour mon grand frère, Denny. Il a 53 ans et est retraité du bureau du shérif du comté de Mecklembourg après 22 ans de service. Aujourd'hui, il fait du conseil pour les compagnies d'assurance, enquête pour fraude, recouvrement d'avoirs. Denny a vu le pire de l'être humain pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Et cela a fait de lui l'homme le plus vif et le moins sentimental que je connaisse. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il n'a pas dit qu'il était désolé. Il a dit, ne touche à rien dans la maison. Ne déplace pas d'argent. Ne lui dis pas un mot de plus jusqu'à ce que j'arrive. Il était à ma porte à midi. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Carla était sortie. Je ne savais pas où, et je n'avais pas demandé. Je lui ai exposé tout ce que je savais. Denny a écouté sans m'interrompre, comme à son habitude. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et a dit. Grant Hollister, opération hôtelière. Ce n'est pas un homme qui atterrit dans ce genre de situation par accident. C'est un homme qui planifie. Il sortait déjà son téléphone. Pendant que Denny commençait à passer des appels, j'ai fouillé dans mes propres dossiers. Carla et moi avions des comptes chèques séparés et un compte joint pour les dépenses de la maison. J'ai épluché les relevés du compte joint de l'année écoulée. Une chose que je n'avais jamais eu de raison de faire auparavant. Ce que j'ai découvert m'a crispé la mâchoire. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Une facture d'hôtel à Raleigh, un week-end où j'étais à une conférence professionnelle. Une journée au spa à 4 cents un mardi après-midi. Des petites choses, individuellement. Ensemble, elles dressaient un tableau complet. Denny est rentré vers 14 heures. Il s'est assis,
A posé son téléphone sur la table et m'a lancé le regard qu'il me lançait quand nous étions gamins et que j'étais sur le point d'entendre quelque chose qui ne me plairait pas. Hollister a un bras droit, a-t-il dit. Curtis Payne travaille sous ses ordres en tant que coordinateur des opérations pour le groupe hôtelier. Le contact de ton beau-frère au bureau des registres du comté a vérifié le nom. Payne a réservé des chambres d'hôtel à son propre nom. 2 ou 3 fois par mois au cours des 8 derniers mois. Toujours dans des établissements du portefeuille du groupe hôtelier. De belles chambres, et pas au tarif professionnel. Je l'ai fixé. Il couvrait Hollister. Il brouillait les pistes. Denny a confirmé. Payne savait. Il est dans le coup depuis le début. Cela changeait considérablement la donne. Ce n'était pas un homme qui avait perdu la tête pour une femme. C'était une véritable opération montée de toutes pièces. Hollister avait des ressources, un complice volontaire, et apparemment une femme à la maison, nommée Cheryl, qui n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Encore une chose, a dit Denny. Il a fait glisser un morceau de papier sur la table. L'acte de transfert de propriété de papa de 2004. La maison est à ton nom exclusif. Elle l'a toujours été. Je m'en souvenais. Papa y avait tenu avant le mariage. Non pas qu'il n'aimait pas Carla, mais parce qu'il avait vu son propre frère tout perdre lors d'un divorce, et il refusait que cela arrive à son fils. J'avais signé les papiers, je les avais classés et je n'y avais plus jamais pensé. Carla ne l'avait jamais mentionné non plus. Peut-être qu'elle ne savait pas. Peut-être qu'elle supposait le contraire. Elle va réclamer une part équitable, a dit Denny. Son avocat fera valoir qu'elle a contribué aux dépenses du ménage. Qu'ils argumentent. J'ai plié l'acte de propriété et l'ai glissé dans la poche de ma veste. Qu'ils argumentent jusqu'aux marches du palais de justice. Denny m'a observé un instant. Tu tiens le coup? J'ai réfléchi honnêtement à la question. Repose-la moi dans un mois. Il a hoché la tête. Cela lui suffisait, et ça me suffisait aussi. Dehors, une voiture s'est garée dans l'allée. La Honda de Carla. J'ai regardé par la fenêtre, elle est restée assise dans la voiture un moment avant de sortir, la tête baissée, probablement sur son téléphone, probablement en train de lui parler. J'ai pris ma tasse de café, je l'ai rincée dans l'évier et je l'ai mise sur l'égouttoir. Puis je me suis tourné et j'ai attendu que la porte s'ouvre. Peu importe ce qui allait suivre, j'étais prêt. J'avais cessé d'être son mari quelque part autour de minuit. Maintenant, j'étais devenu tout autre chose, quelqu'un de patient, de préparé, et qui n'allait nulle part. Carla a essayé de me parler le lendemain matin. J'étais au comptoir de la cuisine en train de trier des emails quand elle est descendue, s'est versée du café et s'est tenue de l'autre côté de l'îlot central comme si nous étions sur le point de négocier un contrat. Nous devons en discuter comme des adultes, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Je me comporte comme un adulte. C'est juste que je ne suis pas un adulte arrangeant. Elle a posé sa tasse. Wade, quoi que tu penses qu'il se passe, je vais t'arrêter tout de suite. J'ai fermé l'ordinateur portable. Parce que chaque phrase qui commence de cette manière finit par toi m'expliquant que ce que j'ai vu n'est pas ce que j'ai vu. Et je ne suis pas intéressé par cette conversation. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? La vérité, des documents, de la clarté. J'ai pris l'ordinateur et je me suis dirigé vers mon bureau. Dans cet ordre. Denny est revenu cet après-midi-là avec un dossier. Il l'a étalé sur mon bureau sans cérémonie. C'est son style. Pas de préambule, juste les faits. Il avait obtenu les relevés téléphoniques via un contact chez l'opérateur et les avait croisés avec les registres de réception des hôtels auxquels son contact dans les assurances avait accès. Ce que j'avais sous les yeux, c'était 14 mois de rencontres documentées. Raleigh, Greensboro, 2 fois à Asheville. Une fois dans un hôtel à 12 minutes de chez nous. 12 minutes. J'ai accusé le coup pendant un instant. Puis je suis passé à autre chose, car s'attarder trop longtemps sur les choses ne sert à rien. Curtis Payne a réservé chacune de ses chambres, a dit Denny en tapotant la page. Sa carte d'entreprise, son nom sur la réservation. Le nom de Hollister n'apparaît nulle part dans les registres. Ce n'est pas accidentel. C'est un système. Depuis combien de temps Payne le sait-il? Depuis le début, d'après ce que je vois. Il n'est pas un participant passif, Wade. Il est l'infrastructure de cette opération.
Je me suis adossé à ma chaise. J'ai réfléchi au genre d'homme qui construit ce type d'infrastructure pour la liaison d'un autre homme. La loyauté que cela impliquait, la flexibilité morale. Puis j'ai pensé à ce qui se passerait quand cette infrastructure deviendrait du domaine public. Qu'en est-il de la femme de Hollister, ai-je demandé. Denny a secoué la tête. Cheryl Hollister, 47 ans, dirige une organisation artistique à but non lucratif à Concord. Selon toute apparence, elle est complètement dans l'ignorance. Il a fait une pause. C'est à toi de décider, pas à moi. J'ai lentement hoché la tête. C'était ma décision. J'allais y réfléchir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon comptable et je lui ai demandé de sortir tous les relevés financiers conjoints des 2 dernières années. Ce que j'ai trouvé correspondait à ce que je soupçonnais déjà. Carla avait dépensé pour des choses qui n'avaient rien à voir avec notre ménage. Le total s'élevait à un peu plus de $9 000 sur 18 mois. Ce n'était pas une fortune, mais c'était de l'argent dépensé au service d'un mensonge, et ça comptait. Puis Denny a appelé avec un élément qui a bouleversé toute l'image de la situation. Hollister a fait passer des dépenses personnelles sur le compte de son entreprise, a-t-il dit. Des hôtels, des dîners, 2 week-ends. J'ai les relevés de facturation. Son entreprise lui rembourse ce qu'il encode comme des frais de représentation de clients. Je suis resté silencieux un instant. Ce n'est pas juste de l'infidélité. C'est de la fraude. De la fraude d'entreprise, potentiellement. Cela dépend de la façon dont son conseil d'administration perçoit l'utilisation non autorisée des fonds de la société. Denny m'a laissé digérer l'information. Je connais quelqu'un au Regional Business Journal. Une bonne journaliste. Minutieuse. J'ai pensé à Bridget Harper. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un petit déjeuner de la chambre de commerce. Une femme brillante. Elle posait les bonnes questions. Je sais qui appeler, ai-je dit. Je ne l'ai pas encore appelé. Pas ce jour-là. D'abord, j'avais une autre conversation à mener. Carla m'a informé ce soir-là, elle n'a pas demandé, elle a informé qu'elle avait engagé une avocate. Monica Sloan. Je connaissais ce nom. Tous les hommes de Charlotte passés par un divorce difficile connaissaient ce nom. Elle vous contactera cette semaine, a déclaré Carla, debout dans l'encadrement de la porte de mon bureau, comme si elle remettait une note de service. Très bien, ai-je répondu sans lever les yeux de ma lecture. Elle est très expérimentée. J'en suis sûr. Carla a hésité, s'attendant clairement à plus de réactions de ma part. Wade, ce n'est pas obligé de se transformer en guerre. J'ai alors levé les yeux, observant son visage un instant, la neutralité prudente qu'elle affichait, la légère tension autour de ses yeux. Tu as fait entrer un homme dans notre maison, Carla. Tu t'es assise sur notre canapé avec lui comme si je n'existais pas, j'ai soutenu son regard. C'est déjà une guerre. Tu as juste oublié de me prévenir qu'on se battait. Elle est partie sans répondre. Je suis retourné au dossier sur mon bureau. Monica Sloan était expérimentée, sans aucun doute. Mais l'expérience n'aide que lorsque la partie adverse n'est pas préparée. Et j'étais mieux préparé que quiconque dans cette situation ne le réalisait encore. Bridget Harper a répondu à la 2e sonnerie. J'avais soigneusement réfléchi à cet appel avant de le passer. Je ne suis pas un homme qui agit sur un coup de tête. Je ne l'ai jamais été. Chaque contrat que j'ai signé, chaque employé que j'ai embauché, chaque équipement que j'ai acheté est passé par un processus de décision réfléchi. Ceci n'était pas différent. J'avais pesé ce que j'allais gagner contre ce que j'allais exposer, et j'avais décidé que le calcul jouait en ma faveur. Monsieur Reeves, a-t-elle dit, et j'ai tout de suite pu entendre l'intérêt s'éveiller dans sa voix. Les journalistes ont un ton bien spécifique lorsqu'un bon sujet vient frapper à leur porte. Je me demandais si vous alliez appeler. Vous saviez que je pourrais le faire. J'ai entendu des choses. Je me tâtais à vous contacter. Une pause. Alors, vous voulez d'abord parler en off. Ensuite, nous verrons, ai-je répondu. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant près de mon bureau le lendemain matin. Bridget était exactement comme dans mes souvenirs. La trentaine, un regard direct, un carnet qu'elle tenait comme s'il faisait partie de sa main. Je lui ai exposé ce que j'avais. Pas tout. Pas les détails personnels de mon mariage, mais l'angle professionnel.
Un cadre supérieur des opérations d'une chaîne hôtelière régionale faisant passer des dépenses personnelles sur des comptes d'entreprise. Un subordonné utilisé comme couverture financière. Les documents que Denis avait rassemblés étaient exhaustifs. Bridget a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et a dit « C'est vérifiable. » Chaque page. Et quelle est votre motivation pour m'apporter ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il est entré chez moi et s'est assis dans mon fauteuil. Je veux que les personnes qui rédigent ces évaluations de performance sachent quel genre d'homme il est. Elle a soutenu mon regard un instant, puis a repris son stylo. Donnez-moi une semaine. Je lui ai remis les documents et je suis sorti dans la matinée d'octobre en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, de l'élan. Le même après-midi, Denis m'a appelé avec un nouvel élément. Il avait creusé un peu plus sur Curtis Payne et avait trouvé quelque chose de remarquable. Payne avait utilisé sa carte d'entreprise non seulement pour des chambres d'hôtel, mais aussi pour des frais de restaurant et une importante réservation pour un week-end dans un complexe hôtelier en montagne, le tout classé sous des rubriques budgétaires vagues. L'exposition totale sur les documents papier dépassait les 22 000 $. Payne n'est pas juste un assistant, a dit Denis. Il est responsable. Envoie tout à Bridget, ai-je répondu. Pendant que cette mèche se consumait, j'ai tourné mon attention vers le front juridique. Le cabinet de Monica Sloan avait envoyé une lettre initiale exposant la position de Carla. Elle réclamait la moitié de la valeur de l'entreprise, une pension alimentaire et ce que la lettre appelait prudemment une part équitable du domicile conjugal. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé mon propre avocat, un homme nommé Paul Garrett, qui gérait mes contrats commerciaux depuis 9 ans. Je lui ai tout expliqué en détail. La maison, a-t-il dit immédiatement. Montrez-moi l'acte de propriété. Je lui en ai envoyé une copie. Il a rappelé 20 minutes plus tard. Elle n'a aucun droit sur la maison, a affirmé Paul. Elle est à votre nom exclusif et précède le mariage. Son avocate le sait, ou elle est sur le point de le découvrir. L'entreprise est plus complexe. Mais vous avez tenu des comptes irréprochables et je les ai vus. Nous sommes en position de force. Qu'en est-il des dépenses sur le compte joint, ai-je demandé. Documentez tout. Chaque dollar qu'elle a dépensé pour cette histoire est pertinent pour les arguments sur la répartition équitable. Il a fait une pause. Wade, c'est qui son avocate, déjà? Monica Sloan? Un bref silence. Elle est bonne, mais elle ne fait pas de miracle non plus. Je vous enverrai une lettre de réponse d'ici la fin de la semaine. J'ai raccroché et je me suis adossé. 2 fronts avançaient simultanément. La défense juridique se resserrait, l'exposition publique accélérait. Grant Hollister était entré chez moi avec tous les atouts de son côté, un bon travail, une histoire de couverture, un homme pour brouiller les pistes, une femme qui lui faisait confiance. Au moment où l'article de Bridget Harper paraîtrait, la majeure partie de tout cela disparaîtrait. Au moment où mon avocat en aurait terminé avec les exigences de Monica Sloan, le reste suivrait. Je ne me sentais plus en colère. La colère est bruyante et inefficace. Ce que je ressentais, c'était de la concentration. Il y a une différence, et cette différence a son importance. Bridget Harper m'a appelé un jeudi matin, 8 jours après notre rencontre au restaurant. C'est prêt, a-t-elle dit. En ligne ce soir, édition papier demain. Je voulais que vous le sachiez avant que ce soit publié. J'étais assis dans ma camionnette devant l'immeuble d'un client sur Tryon Street, mon café refroidissant dans le porte-gobelet. C'est fouillé. Très. Une pause. J'ai vérifié de façon indépendante les registres de dépenses via 2 sources au sein du groupe hôtelier. Curtis Payne a confirmé une partie sans le vouloir, il pensait que j'appelais pour un article de routine sur l'industrie. Grant Hollister a refusé de commenter, ce qui, d'après mon expérience, parle de soi-même. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté là un moment, à regarder les gens marcher sur le trottoir en contrebas, vacant à leur jeudi ordinaire. D'ici demain matin, le jeudi ordinaire de Grant Hollister aurait une toute autre allure. Je suis rentré au bureau, j'ai travaillé tout l'après-midi et je n'ai rien dit à personne. Denis a appelé vers 16 h pour me dire qu'il avait déjà entendu des rumeurs, via ses contacts dans les assurances, indiquant que quelque chose bougeait au niveau de la direction du groupe hôtelier. Des conversations discrètes au niveau du conseil d'administration, le genre de choses qui se produisent avant une action officielle.
Je lui ai parlé de l'article de Bridget. Il a répondu, bon timing. L'article a été mis en ligne à 19 h ce soir-là. Je l'ai lu à la table de la cuisine pendant que Carla était à l'étage. Bridget avait fait exactement ce qu'elle avait promis, un travail minutieux, factuel, précis. Elle avait retracé le schéma des dépenses sur 14 mois, désigné Payne comme couverture opérationnelle et détaillé l'exposition financière totale dans un langage clair. Elle n'avait pas fait dans le sensationnalisme. Ce n'était pas nécessaire. Les faits suffisaient. Vers 21 h, Carla est descendue. Elle l'avait manifestement vu. Son visage affichait une tension que je n'avais jamais vue auparavant. Pas vraiment de la culpabilité, plutôt l'expression de quelqu'un qui recalcule sa trajectoire. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle demandé, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. « Fais quoi ? L'article ? » Grant m'a appelé. Sa voix avait un tranchant que je reconnaissais. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait paraître calme mais ne l'était pas, son conseil d'administration a révoqué son contrat. Wade. J'ai donné à une journaliste des informations factuelles sur une fraude d'entreprise, ai-je dit. Grant Hollister a fait le reste lui-même. Ce n'est pas, elle s'est interrompue, pinçant les lèvres. Tu essaies de le détruire. J'essaie d'être précis. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il a utilisé l'argent de l'entreprise pour financer quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires de l'entreprise. Ce n'est pas mon opinion, Carla. C'est ce que montrent les dossiers. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a dit doucement, ça va m'affecter aussi. C'est quelque chose à quoi tu aurais dû penser il y a 14 mois. Elle a quitté la pièce sans un mot de plus. Je l'ai entendu monter, j'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Je suis resté à table et j'ai réaffiché l'article, le relisant une deuxième fois. En dessous, les commentaires s'accumulaient déjà. Des membres de la communauté des affaires locales, certains indignés, d'autres peu surpris. Un commentaire près du haut, d'un utilisateur que je ne connaissais pas, disait « Enfin ». Tout le monde dans l'industrie savait que quelque chose clochait avec cette équipe. Mon téléphone a vibré. Un SMS de déni. Le conseil a voté ce soir. Hollister est viré. Payne mis à pied. En attente d'examen. J'ai posé le téléphone face contre table. Dehors, le quartier était calme. Un chien aboyait quelque part au bout de la rue. Une voiture passait lentement. Tout était ordinaire. Tout avait changé. Monica Sloan était exactement à la hauteur de sa réputation. Posée, précise et implacable. Elle était assise en face de moi et de Paul Garrett dans une salle de conférence du centre-ville, un porte-document en cuir ouvert devant elle, et elle a exposé la position de Carla comme si elle présentait une proposition commerciale. La moitié de l'entreprise, une pension alimentaire pendant 7 ans, et une part équitable du domicile conjugal. Paul l'a laissé terminer. Puis il a ouvert son propre dossier. Le domicile conjugal, a-t-il dit en faisant glisser un document sur la table, est au nom exclusif de mon client, ce qui précède le mariage par le biais d'un acte de cession immobilière. Il n'y a pas de copropriété, pas de prêt hypothécaire cosigné. Aucune base légale pour réclamer une part équitable selon la loi sur la propriété de Caroline du Nord. Il a fait une pause, la laissant lire. Vous le savez, maître Sloan. J'imagine que vous l'aviez découvert avant que nous ne nous asseyions ici aujourd'hui. L'expression de Sloan n'a pas varié. Elle était trop professionnelle pour ça. Mais quelque chose derrière ses yeux s'est recalibré. Les arguments de répartition équitable n'exigent pas un titre de propriété conjoint, a-t-elle déclaré d'un ton suave. Ils exigent une contribution, a répliqué Paul. Nous avons des documents prouvant que Madame Reeves n'a pas travaillé au cours des 9 dernières années. Nous avons également des relevés de compte joints montrant qu'environ 9 200 $ ont été dépensés pour ce que nous qualifierons de dépenses personnelles non liées au ménage pendant une période où le mariage, du fait du propre comportement de Madame Reeves, ne fonctionnait pas comme un véritable partenariat. Sloan a jeté un coup d'œil à Carla, qui était assise à côté d'elle, parfaitement immobile. Quant à l'entreprise, a poursuivi Paul, Reeves Commercial Service a été fondée 4 ans avant le mariage, capitalisée entièrement par les fonds personnels et le travail de mon client. Madame Reeves n'y a joué aucun rôle opérationnel. N'y a apporté aucune contribution financière et n'y détient aucune participation légale. Il a croisé les mains sur la table.
Nous sommes disposés à discuter d'une pension alimentaire raisonnable pour une période de transition définie. Nous ne sommes pas disposés à discuter de la propriété de l'entreprise ni du partage des biens selon les termes que vous avez exposés. Sloan a pris une note. Ma cliente a fait des sacrifices personnels importants pour soutenir ce mariage. J'ai pris la parole pour la première fois. Moi aussi. J'ai gardé une voix neutre, regardant directement Carla plutôt que son avocate. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour construire quelque chose de stable. J'ai couvert chaque dépense de la maison, chaque vacances, chaque traite de voiture. Et pendant que je faisais cela, tu dépensais cette stabilité pour quelqu'un d'autre. J'ai laissé planer le silence un instant. Je ne suis plus en colère à ce sujet, Carla. Mais je ne vais pas non plus prétendre que ce n'est pas arrivé, alors que nous parlons de ce qui est juste. Carla a baissé les yeux vers la table. Sloan a rangé son porte-document. Nous aurons besoin de temps pour examiner la documentation. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a dit Paul agréablement. En sortant de l'immeuble dans l'après-midi d'octobre, Paul s'est mis à mon niveau et a dit doucement, elle ne s'attendait pas à l'acte de propriété. C'était le pilier de toute leur argumentation. Je sais, ai-je répondu. Ils vont revenir avec une offre modifiée. Pension alimentaire, peut-être une somme forfaitaire, pas d'entreprise, pas de maison. Dites-leur que je considérerai un soutien raisonnable pendant 2 ans, ai-je dit. Rien d'autre. Paul a hoché la tête. Nous nous sommes serrés la main au parking et avons pris des chemins séparés. Je suis resté assis dans ma camionnette quelques minutes avant de démarrer le moteur. J'ai repensé à cette salle de conférence. J'ai pensé à Carla assise à côté de son avocate, évitant soigneusement de me regarder. J'ai pensé au fait que 8 mois plus tôt, nous étions assis face à face à la table de notre propre cuisine, parlant de faire un voyage sur la côte cet été-là. J'ai démarré le moteur et je me suis inséré dans la circulation. Il y a des choses dont on fait le deuil pour avancer. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste à ça que ressemble la vie. Lloyd Vaughn est mon voisin depuis 11 ans. Il a 67 ans, il est retraité d'une usine textile où il travaillait depuis l'âge de 19 ans. Il possède cette sagesse particulière qui caractérise un homme qui a fait la plupart de ses erreurs très tôt et qui a passé les décennies suivantes à réfléchir soigneusement à ce qu'elles lui avaient coûté. Il avait divorcé 2 fois, une fois dans la trentaine, une fois au milieu de la quarantaine, et il ne parlait jamais d'aucun de ses mariages à moins qu'on ne le lui demande directement. Quand on le lui demandait, il répondait sans apitoiement et sans amertume, ce qui vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur la façon dont il avait digéré la chose. Il a frappé à ma porte un samedi matin, 2 semaines après le début de tout ça, tenant un thermos et 2 tasses, comme un homme qui avait planifié sa conversation à l'avance. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi », a-t-il dit. « J'ai très bien dormi », ai-je répondu. Il m'a tendu une tasse malgré tout et a incliné la tête vers la véranda. Nous nous sommes assis sur les 2 chaises en bois que j'y gardais et nous avons regardé la rue dans la lumière de ce début novembre. Les feuilles tombaient, le ciel était pâle, et le quartier était calme comme il ne l'est que les week-ends. Denny m'a raconté une partie, a dit Lloyd. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il a versé le café, m'a tendu la tasse et n'a rien dit pendant un moment. C'est une chose que j'ai toujours respectée chez Lloyd, il ne remplit pas le silence juste pour le remplir. Après quelques minutes, il a dit. Tu sais quoi? J'aurais aimé que quelqu'un me dise la première fois. Je l'ai regardé. Point par cent te retourner, a-t-il dit. Ne poursuis pas l'affaire. Ne cherche pas à les faire payer. Prends juste ce qui t'appartient et pars. Il a enveloppé sa tasse de ses 2 mains. Je n'ai pas fait ça la première fois. J'ai passé 2 ans à m'assurer que Janet ressente chaque miette de ce qu'elle avait fait. Et à la fin de ces 2 années, j'avais perdu presque toutes mes économies, la moitié de mes amis et environ une décennie d'espérance de vie. Il a fait une pause. Janet a tourné la page en moins de 8 mois. Moi, je me battais encore. J'ai considéré la chose. Et la 2e fois, ai-je demandé. La 2e fois, je suis parti trop proprement, a-t-il dit avec un demi-sourire sec. Il s'est avéré que René avait besoin que quelqu'un tienne bon, pour une fois. J'avais retenu la mauvaise leçon. Il a regardé la rue. Il n'y a pas de réponse parfaite, fiston. Juste celle avec laquelle tu peux vivre. Denny est sorti par la porte d'entrée avec son propre café et s'est installé sur la balustrade de la véranda.
Et pendant un instant, nous sommes restés tous les trois silencieux dans ce matin de novembre. Puis Denny a dit, je crois qu'il a passé le cap de pouvoir s'en aller sans se retourner, Lloyd. La machine est déjà lancée. C'est ce que je me suis dit, a répondu Lloyd. Il m'a regardé. Alors lance-la correctement. Ne le fais pas par colère. Fais-le parce que c'est juste. Cette distinction, la colère par opposition à ce qui est juste, m'est restée en tête le reste de la journée, parce que Lloyd avait raison. La colère s'était consumée dans les 48 premières heures, et ce qu'il en restait n'était pas un désir de vengeance. C'était quelque chose de plus structurel. Grant Hollister s'était assis chez moi comme s'il en avait le droit. Il avait utilisé l'argent de son entreprise pour rendre tout cela possible. Curtis Payne avait couvert ses traces avec une coordination délibérée. Ce n'étaient pas des griefs personnels. C'étaient des faits qui avaient des conséquences dans le monde réel, et prétendre le contraire aurait été malhonnête. Je ne poursuivais pas cette affaire parce que j'étais aigri. Je la poursuivais parce que c'était la chose correcte à faire. Ce qui est totalement différent. Plus tard ce soir-là, Carla m'a trouvé dans la cuisine et s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Elle passait de plus en plus de temps dans la chambre, n'en émergeant qu'occasionnellement avec la posture prudente d'une femme gérant une situation qu'elle n'avait pas totalement anticipée. Monica dit que l'acte de propriété va tenir, a-t-elle déclaré. Elle m'a dit qu'elle recommandait de nous concentrer sur la pension alimentaire et l'évaluation de l'entreprise. Paul a déjà répondu à ça, ai-je dit, sans lever les yeux des papiers sur la table. Wade. Elle a attendu que je la regarde. Je sais que je t'ai fait du mal. Je le sais. Mais nous allons parler à des avocats et signer des documents pendant plusieurs mois, et je préférerais qu'on le fasse sans se traiter comme des ennemis dans notre propre maison. Je l'ai observé un instant. Il y avait quelque chose de sincère là-dedans. Pas des remords exactement, mais une sorte de pragmatisme épuisé que je pouvais respecter, même si je ne pouvais pas y répondre avec chaleur. Je ne te traite pas comme une ennemie, Carla, ai-je répondu. Je te traite comme quelqu'un qui a fait un choix et qui vit avec les conséquences. Ce n'est pas de l'hostilité. C'est juste la réalité. Elle a baissé les yeux vers la table. Grant a perdu son poste aujourd'hui. Officiellement, j'ai entendu. Il m'a appelé. Sa voix était prudente. Il m'en veut autant qu'à toi, apparemment. Je n'ai rien répondu à cela. Je m'y attendais. Les hommes comme Grant Hollister n'absorbent pas la responsabilité avec grâce. Quand les choses s'effondrent, ils cherchent quelqu'un d'autre à qui la faire porter. Carla s'était rendue disponible pour assumer ce rôle dès l'instant où elle l'avait laissé entrer chez nous. C'est le problème avec les hommes qui opèrent comme lui, ai-je finalement dit. Ils sont formidables quand tout va dans leur sens. À l'instant où ce n'est plus le cas, ils ont besoin d'un coupable. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu aurais dû savoir ça de lui avant aujourd'hui. Elle n'a pas répondu. Elle s'est détachée du comptoir et est remontée. Je suis resté à table jusqu'à près de minuit, épluchant les derniers documents financiers dont Paul aurait besoin pour négocier la pension. Dehors, le quartier était devenu complètement sombre et silencieux. J'ai pensé à ce que Lloyd avait dit, fais-le parce que c'est juste. J'ai pensé à quoi ressembleraient les prochains mois, les papiers, les réunions, le démantèlement progressif de 16 années de vie. J'ai pensé à Cody, qui était silencieux dernièrement, nous observant tous les deux depuis une distance prudente, comme le font les adolescents lorsqu'ils sentent une instabilité structurelle chez les adultes qui les entourent. Je devais lui parler bientôt. Il méritait une conversation franche, et non la tension sourde d'une maison qui attend de changer de forme. J'ai rangé les papiers, j'ai lavé ma tasse et je suis allé me coucher. Demain était un jour de travail. 31 personnes comptaient sur moi pour être fonctionnel. Et je n'allais pas laisser tout cela faire de moi quelqu'un qui laissait tomber les choses. J'ai trouvé Cody dans le garage un dimanche après-midi, assis sur l'établi, ses écouteurs autour du cou et son téléphone retourné à côté de lui. Il avait 16 ans, mais il avait des moments où il paraissait plus vieux. Une tranquillité particulière qu'il avait héritée de je ne sais où. J'ai tiré un tabouret et je me suis assis en face de lui. Tu as été silencieux, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Toi aussi. Bon point. Tu sais qu'il se passe quelque chose. Ce n'était pas une question. Il m'a regardé à ce moment-là. Ouais, papa. Je n'ai pas 12 ans. J'ai hoché la tête.
J'avais décidé au préalable de lui dire la vérité dans un langage clair, sans lui faire porter mon propre fardeau. Il était assez grand pour l'encaisser, et trop grand pour en être protégé. Ta mère et moi allons nous séparer. Ce n'est pas une décision que j'ai prise. C'est le résultat de quelque chose qui s'est passé, que je ne vais pas te mettre sur les épaules. Mais je ne vais pas te mentir sur la direction que prennent les choses. Il est resté silencieux un instant, regardant le sol du garage, les taches d'huile, la marque laissée par la tondeuse autoportée avant que je ne la revende 2 ans plus tôt. C'est à cause de ce type, a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Tu l'as vu? Je suis rentré tôt de chez Tyler ce mercredi-là. J'ai vu la voiture devant, j'ai regardé par la fenêtre. Il a dit cela sur un ton détaché, comme s'il portait ça depuis des semaines et n'avait plus l'énergie de le porter prudemment. Je n'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi dire. Quelque chose a traversé ma poitrine que je ne pouvais pas nommer clairement. Mon fils de 16 ans était resté seul avec ce savoir pendant des semaines. C'était un échec en soi. Pas le sien, mais l'échec général d'une situation qu'il avait mis dans une position où il sentait qu'il n'avait personne à qui le dire. Tu aurais pu me le dire, ai-je répondu. Qu'est-ce que tu aurais fait, a-t-il demandé. Pas de façon accusatrice, juste par sincère curiosité. Probablement la même chose que ce que je fais maintenant, ai-je admis. Mais je l'aurais su plus tôt et tu n'aurais pas eu à le porter tout seul. Il y a réfléchi. Alors, est-ce que tu vas t'en sortir? J'ai regardé mon fils, ce garçon que j'avais entraîné à la petite ligue de baseball, conduit à 1000 entraînements de natation au petit matin, et regardé grandir pour devenir quelqu'un que je respectais profondément. Et je lui ai dit la vérité. Ouais, ai-je dit. Ça va être une période difficile, mais j'ai déjà traversé des périodes difficiles. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que rien de tout cela ne change quoi que ce soit entre toi et moi. Ta vie reste stable. Ta mère et moi allons gérer ça comme des adultes, et tu ne vas pas te retrouver coincé au milieu. Il est de nouveau resté silencieux. Ça reste quand même ma mère. Je le sais, ai-je dit. Et ça non plus, ça ne change pas. Ce qui s'est passé entre elle et moi ne touche en rien ce qu'elle est pour toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Il a lentement hoché la tête. La tension dans ses épaules s'est un peu relâchée. Pas disparue, mais redistribuée en quelque chose de plus gérable. Il a pris son téléphone, l'a retourné dans ses mains. Papa, a-t-il dit sans lever les yeux. Ce type, il était vraiment si mauvais que ça? J'ai considéré la question. Il s'est assis chez moi comme s'il en était le propriétaire, ai-je dit. Il m'a regardé comme si j'étais déjà insignifiant. Alors, ouais, c'était ce genre de type. Cody est resté silencieux un instant, puis a dit très doucement, heureusement qu'il avait tort. J'ai regardé mon fils et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Quelque chose de solide et de propre qui n'avait rien à voir avec des avocats, des relevés financiers, ou toute la machinerie qui broyait ma vie à cet instant. Juste ça. Juste lui. Ouais, ai-je dit. Heureusement. Nous sommes restés dans le garage encore 1 heure après ça, sans beaucoup parler, juste à exister dans le même espace comme les pères et les fils en ont parfois besoin. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, j'ai préparé le dîner. Rien d'élaboré, juste des hamburgers à la poêle. Et nous avons mangé à la table de la cuisine comme si c'était un dimanche ordinaire. On s'y croirait presque. Mon père a appelé un mardi soir de novembre. Arthur Reeves avait 74 ans et avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à travailler dans un atelier d'usinage à Gastonia, élevant 3 garçons avec un seul salaire et un ensemble de principes qui ne fléchissaient jamais par commodité. Ce n'était pas un homme doux. Il n'était pas cruel non plus. Il était précis, comme ont tendance à l'être les hommes qui travaillent de leurs mains. Aucun geste inutile, aucun mot superflu. Il avait appris ce qui se passait par déni. Il n'avait pas appelé jusqu'à maintenant, ce qui m'indiquait qu'il avait réfléchi à ce qu'il allait dire plutôt que de sauter sur le téléphone à la minute où il avait eu l'information. C'était sa façon de faire. Denny me dit qu'elle a pris un avocat avant même d'avoir eu une conversation avec toi, a-t-il déclaré en guise d'introduction. C'est exact, ai-je dit. Une pause. Cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur sa façon de voir le mariage. Ça m'en a dit beaucoup, ai-je convenu. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis, je n'ai pas mis cette maison à ton nom sans raison, fiston.
Pas parce que je pensais que Carla était une mauvaise personne, mais parce que je savais que si les choses tournaient mal, tu aurais besoin de te tenir sur un sol solide. Il a expiré lentement. Il s'avère que j'avais raison. Tu avais raison, ai-je dit. Ton grand-père disait toujours qu'un homme qui bâtit sur un terrain emprunté est toujours à une dispute de tout perdre. Il est resté silencieux un moment. Tu construis sur tes propres fondations, Wade. Tiens bon. Ce n'était pas de la sympathie. Ce n'était pas de la consolation. C'était une instruction. Le genre d'instruction que mon père m'avait donnée toute ma vie, en utilisant le moins de mots possible. Je le comprenais, c'est pourquoi je n'ai pas essayé de prolonger la conversation pour en faire quelque chose de plus chaleureux qu'elle ne l'était. Certains hommes montrent leur amour par leur précision. Arthur Reeves était ce genre d'homme, et j'avais grandi en comprenant que sa franchise était sa propre forme de loyauté. « Je vais bien, papa » ai-je dit. « Je sais » a-t-il répondu. « C'est pour ça que je n'ai pas appelé plus tôt. » Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans le bureau un moment après ça, la pièce silencieuse autour de moi, à réfléchir à ce qu'il avait dit. Tu construis sur tes propres fondations. Je l'avais fait. Pas seulement avec la maison, mais avec l'entreprise, avec la vie que je m'étais bâtie à travers 20 années de matins très tôt et de décisions calculées. Les choix de Carla n'avaient pas tout atteint. L'essentiel avait tenu bon. Le lendemain matin, Cody est entré dans la cuisine avant l'école, s'est versé des céréales et s'est assis au comptoir sans ce silence spécifique et déterminé qu'il portait depuis des semaines. Quelque chose s'était apaisé en lui depuis notre conversation dans le garage. Pas résolu, un adolescent de 16 ans dont les parents se séparent ne résout pas les choses si vite, mais apaisé. Il gérait la situation comme une personne plutôt que de la porter tout seul, ce qui était tout ce que j'avais espéré pour lui. « Tu rentres tard ce soir » a-t-il demandé. « Je devrais être à la maison vers 18h, ai-je répondu. « Tu veux qu'on fasse un truc ?» Il a haussé les épaules avec l'attitude décontractée si spécifique et étudiée des adolescents. « Peut-être regarder quelque chose. » Ça me va. Il a fini ses céréales, a pris son sac et s'est dirigé vers la porte. Sur le pas, il s'est arrêté sans se retourner. « Eh, papa. » « Ouais. Tu sais cet article sur ce fameux Hollister ? C'était sur le téléphone du père de Tyler à l'entraînement. Tous les coachs en parlaient. J'ai attendu. Le père de Tyler a dit que ce type avait eu exactement ce qu'il méritait. Une pause. Je n'ai rien dit, mais j'étais plutôt d'accord. La porte s'est refermée derrière lui. Je suis resté dans la cuisine avec mon café et j'ai laissé résonner ces mots. Mon fils, 16 ans, portant plus qu'il n'aurait dû avoir à porter, avait trouvé sa propre façon discrète de me dire qu'il comprenait ce qui s'était passé et de quel côté il se trouvait. Cela valait plus que n'importe quelle issue légale, n'importe quelle résolution financière, n'importe quel morceau de papier que Paul Garrett pourrait poser devant moi. Ce soir-là, Paul a appelé avec les termes de l'accord final. Monica Sloan avait accepté l'accord d'une pension alimentaire de 2 ans, avait retiré toutes les réclamations sur la propriété et l'entreprise, et n'avait demandé qu'à ce que certains objets personnels soient mis à disposition de Carla pour qu'elle puisse les récupérer. C'était une résolution propre, plus propre que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je pense que la combinaison de l'acte de propriété, de la documentation financière et de l'effondrement professionnel très public de Grant Hollister avait considérablement réduit le moyen de pression de Carla. Et Monica Sloan était trop expérimentée pour continuer à forcer une position qui n'avait plus aucune base. C'est fait, a simplement dit Paul. Bien, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Pas triomphalement, mais sincèrement. C'était fini, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. 3 mois après la signature de l'accord, j'ai embauché 2 nouveaux chefs d'équipe et ouvert un 4e district de service couvrant le nord du comté de Mecklemburg. Cette expansion était dans mon business plan depuis 2 ans. J'avais hésité à me lancer tant que la situation personnelle monopolisait mon énergie. Une fois la situation résolue, l'hésitation s'est envolée. Rick Stokes a organisé un petit quelque chose à l'atelier. Rien d'officiel, juste quelques-uns des anciens employés, de la bonne nourriture venant du resto de barbecue sur Central Avenue, des boissons fraîches sur le parking un vendredi après-midi. Il a porté un toast qui était typiquement bref. À Wade Reeves, qui a continué à signer chacun de vos chèques de paie pendant les pires mois de sa vie, sans se plaindre une seule fois. Buvez. Personne n'a contesté ça.
Cody passait une semaine sur 2 avec moi ou avec Carla, selon l'arrangement sur lequel nous nous étions mis d'accord. Pas par l'intermédiaire d'avocats, juste un accord pratique entre 2 personnes qui comprenaient toutes les 2 que la stabilité de leur fils comptait plus que leur propre confort. Cela fonctionnait mieux que ce à quoi je m'étais attendu. Cody avait une constance que je reconnaissais et que j'essayais d'honorer en gardant les choses prévisibles de mon côté. Nouvelle routine, même père. Lloyd est venu un samedi matin en février. Même thermos, même 2 tasses. Nous nous sommes assis sur la véranda dans le froid et il m'a demandé comment les choses évoluaient. Mieux, ai-je dit, et c'était une réponse vraie, pas juste pour être poli. Grand Holisté a été discrètement récupéré par un petit groupe hôtelier à Raleigh, a dit Lloyd. J'ai entendu ça par quelqu'un à la chambre de commerce. Titre de poste inférieur, salaire considérablement plus bas. J'y ai réfléchi. Il atterrira quelque part, ai-je répondu. Les hommes comme lui finissent toujours par retomber sur leurs pattes. En général, a convenu Lloyd. Mais pas là où ils avaient commencé. Curtis Payne avait été licencié par le groupe hôtelier à la suite de l'enquête interne du conseil. Son rôle dans le système de notes de frais avait été documenté et formalisé dans le rapport, et le groupe avait opté pour un licenciement plutôt qu'un litige afin de limiter l'exposition. Il avait pris un avocat et contestait apparemment son renvoi. Aux dernières nouvelles, les choses n'allaient pas très bien pour lui. Carla avait déménagé dans un appartement dans le sud de Charlotte. Elle et moi ne nous étions parlé que 2 fois depuis le règlement. Des conversations purement pratiques sur l'emploi du temps de Cody, rien de plus. Il n'y avait aucune amertume entre nous, ce qui m'a un peu surpris. Ce qu'il y avait, c'était de la distance, cette distance particulière qui grandit entre 2 personnes une fois que les faux-semblants qui les maintenaient ensemble cèdent enfin la place. Je ne lui souhaitais aucun mal. En fait, je ne lui souhaitais pas grand-chose du tout. C'était là sa propre forme de conclusion. Denny est descendu en mars et nous avons conduit jusqu'à la côte pour un long week-end. Wilmington, la plage hors saison, de l'eau froide et pas de foule. Nous avons marché le long du rivage pendant quelques heures un matin, sans presque rien dire, comme seuls les frères qui se connaissent très bien peuvent le faire. Sur le trajet du retour, il a dit, « Tu as l'air d'être redevenu toi-même. » Je suis moi-même, ai-je dit. Plus que tu ne l'étais, a-t-il ajouté. Tu t'es effacé dans ce mariage depuis plus longtemps que tu ne le savais. J'ai réfléchi à ça pendant très longtemps. Il n'avait pas tort. Il existe une version de l'engagement qui bascule dans l'oubli de soi si l'on n'y prend pas garde. Où préserver la paix devient plus important que de se préserver soi-même. J'avais navigué dans ces eaux-là depuis des années sans m'en rendre compte. L'effondrement de tout cela avait été véritablement douloureux. Mais ce qui en était ressorti de l'autre côté était quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. De la clarté. L'espace pour être la personne que j'étais réellement, plutôt que la personne qu'un mariage sur le déclin avait progressivement exigé que je sois. Un soir d'avril, je me suis assis sur la véranda avec une tasse de café et j'ai regardé le quartier vaquer à sa routine printanière. Des enfants à vélo, des chiens en promenade, un couple, 2 maisons plus loin, plantant quelque chose dans leur parterre de fleurs. Ordinaire, complètement ordinaire. Et j'ai repensé à ce que Lloyd avait dit des mois plus tôt, fais-le parce que c'est juste. Je l'avais fait. De la première conversation avec Denny jusqu'au dernier document que Paul avait posé devant moi, chaque étape avait été délibérée, fondée et honnête. Je n'avais rien incendié pour le seul plaisir de regarder les flammes. J'avais protégé ce qui m'appartenait, tenu les responsables comptables de ce qu'ils avaient réellement fait, et j'avais continué à fonctionner à travers tout ça. Reeves Commercial Service est entré dans sa 17e année avec une liste de clients bien pleine, une équipe solide et un 4e district qui était déjà rentable. Mon nom était sur les camions, sur les contrats, sur le bâtiment. Je l'avais bâti, je l'avais gardé, et personne ne me l'avait pris. C'était les fondations. Pour tout le reste, j'allais me débrouiller à partir de là.